Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième journée Féminisons les métiers de l'aéronautique, du spatial et de l'aéroportuaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner quelques éléments de contexte. Concernant l'industrie aéronautique et spatiale, en France, les effectifs, toute activité confondue, représentent environ 250 000 personnes. C'est un secteur en pleine croissance qui rencontre des besoins massifs en termes de recrutement. Cette tension sur les embauches justifie d'autant plus d'augmenter l'attractivité de ces métiers vis-à-vis des femmes. Et malheureusement, malgré de nombreux efforts, le taux de féminisation du secteur plafonne à 24% en moyenne. Si on regarde du côté de la chaîne de montage, on observe qu'à peine 15% des opérateurs et techniciens qui œuvrent au sein des ateliers sont des femmes. Donc, si on veut réussir à atteindre une véritable mixité des compétences, il est absolument nécessaire de trouver des solutions efficaces. Passons maintenant au secteur du transport aérien. On pourrait être tenté de croire que tout va bien puisque dans cette branche, les femmes représentent environ la moitié des effectifs globaux. L'ordre de grandeur, c'est environ 100 000 personnes. Mais bien entendu, c'est une perception qu'il faut nuancer puisque les femmes sont très peu présentes au niveau du personnel navigant technique. Et cette absence ne date pas d'hier, cela fait environ 10 ans qu'on plafonne à une part d'environ 7% des effectifs. À noter que sur certaines compétences, la tendance est parfois carrément extrême. Si au niveau des ingénieurs et cadres d'exploitation des transports, on dénombre encore 22% de femmes, au niveau des mécaniciens, des manutentionnaires ou des conducteurs d'engins, on chute là à moins de 5% de femmes. Ce déséquilibre s'explique par une surreprésentation des femmes dans le personnel navigant commercial, à savoir 2 employés sur 3, et l'exemple le plus emblématique, bien sûr, c'est celui du métier d'hôtesse de l'air. Sans surprise, les femmes sont très présentes sur les fonds. Alors là, c'est les deux univers confondus, transport aérien, industrie, etc. Les femmes sont très présentes sur les fonctions de service ou les fonctions de support, donc ressources humaines, comptabilité, administratif, etc. Et il est à noter également que les femmes, dans ces branches, sont 2 fois plus concernées par le temps partiel que les hommes et légèrement plus par les contrats à durée déterminée. Enfin, pour être complète, que ce soit chez les cadres, les techniciens, les ouvriers ou les employés, le salaire des femmes est toujours sensiblement inférieur à celui des hommes. Voilà donc le tableau global que je tenais à faire avant de me tourner vers nos intervenants. Et ce que je propose, c'est de commencer avec vous, Valérie Cornetet, puisque vous intervenez à distance. Je rappelle que vous êtes donc directrice générale de l'IPSA et par ailleurs, vous êtes activement engagée dans une association qui s'appelle Femmes Ingénieurs. Et il faut dire que vous êtes vous-même ingénieur généraliste de formation. Donc, vu votre engagement sur le sujet, j'imagine que le contexte global que je viens de dresser ne doit pas vraiment vous étonner. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat, Valérie Cornetet ? Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, à distance, parce que le contexte pour se déplacer cette semaine est un petit peu compliqué. Et puis, ça fait du bien aussi au bilan carbone, donc pas d'état d'âme. Donc, un grand merci pour cette invitation. Alors, est-ce que je suis surprise? Non, bien sûr. Clairement, d'une façon globale, ces chiffres sont pour l'ingénierie et l'industrie. Les 50% que vous avez indiqués, oui, sont vraiment que vous annoncez et faussés par le personnel navigant commercial. Bon, aujourd'hui, donc, je suis au cœur du secteur en ayant rejoint l'IPSA en tant que directrice générale donc depuis 2 ans. L'IPSA, c'est une école de l'air, de l'espace, de la mobilité durable. Nous proposons en post-bac une formation de technicien en 3 ans avec un bachelor en sciences et ingénierie et une formation ingénieur en 5 ans. Alors, nos taux de féminisation sont effectivement de 20%, comme l'a précisé le président du groupe l'ISAU, et ne permettent pas au secteur aéronautique et d'espace d'augmenter le vivier des jeunes embauchés pour féminiser le secteur. D'où l'importance de travailler en amont, effectivement. Alors, je viens de le dire, vous êtes aussi mobilisée dans une association qui s'appelle Femmes Ingénieurs. Quels sont ses buts et ses actions ? Est-ce qu'on a un problème technique ? On dirait bien que la connexion a sauté.
Eh bien, moi, je vous propose qu'on revienne à Valérie Cornoté dans un instant. Il n'y a pas que des avantages à faire en non présentiel. Et du coup, je vais me tourner vers vous, Marion Smeyers. Alors vous avez toujours adoré les matières scientifiques. Juste après avoir décroché votre diplôme à Centrale Paris, et d'ailleurs 25% de femmes à Centrale, donc juste après avoir décroché ce diplôme, vous avez intégré les équipes d'Airbus, c'était en 2005, cela fait donc bientôt 18 ans. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que votre parcours professionnel, c'est une véritable success story. Vous avez occupé des postes très opérationnels, notamment en supply chain, en usine, avec de gros enjeux de management, et vous avez gravi tous les échelons jusqu'au poste très exposé d'Executive Assistant de Guillaume Faury, rien de moins que le CEO d'Airbus, hein, et cela de 2020 à 2022. Depuis 6 mois, vous êtes à la tête des opérations de la nouvelle ligne d'assemblage finale de l'A320 Family. Et si Airbus compte environ 20% de femmes dans ses rangs, je crois que vous n'êtes pas peu fiers de compter pas moins de 40% de femmes dans votre équipe. Est-ce que je me trompe? Alors, peut-être sur les 40%, je vais réagir là-dessus d'abord. Bien sûr. Pour nuancer. Mon équipe directe, donc l'équipe de leadership de la FAL, en effet, c'est une équipe de 12 personnes et parmi lesquelles il y a 5 femmes. Donc là, effectivement, on est sur une représentation qui est quand même bien au-delà des chiffres de l'industrie. Après, si on regarde le chiffre global au niveau de l'usine, on est sur des ordres de grandeur cohérents avec ce que vous avez cité au début, donc en dessous de 20%. Et bien entendu, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser. Et en même temps, c'est quand même assez symbolique d'avoir l'équipe de leadership qui affiche une quasi-mixité entre hommes et femmes. Même si on parle de très peu de personnes, il n'empêche que ce sont des postes très visibles. Oui. Et donc, c'est vraiment très porteur parce que ça donne l'impression aux jeunes filles, OK, c'est possible, je peux me projeter, quoi. Oui, exactement. Et puis ensuite, pour développer un petit peu sur mon parcours, alors, je ne sais pas si c'est une success story. Moi, je pense que c'est une success story. Hein. Michael Butterbach est tout à fait d'accord. Recevez, prenez les compliments, mesdames. Mais en tout cas, d'abord, j'ai la chance d'avoir effectivement fait toujours ce qui m'animait. Et ce qui me plaisait, oui, j'étais passionnée étudiante en maths, j'adorais les maths, j'adorais la physique, voilà, j'aimais les matières scientifiques, donc c'est vraiment mon goût qui a vraiment généré mes choix, et c'est toujours le cas dans ma carrière. J'ai toujours fait des choix vers des choses qui m'animent. Et en particulier, moi, je suis vraiment passionnée d'industrie, j'adore les opérations, je suis vraiment une femme d'opération. Et déjà, quoi de mieux, je trouve, de bosser chez Airbus quand on aime l'industrie, parce que c'est quand même un vrai symbole de l'industrie, d'un succès industriel européen. Donc moi, je suis extrêmement fière de participer à ça. Et vous avez raison de le dire, oui. Et puis, effectivement, j'ai eu l'opportunité d'avoir une carrière hyper riche, très apprenante, avec pratiquement 18 ans chez Airbus, dont 15, presque 16 en opération. Et donc avec quelque chose de très varié qui m'a vraiment permis de grandir à la fois techniquement, dans mes compétences, mais aussi humainement, avec des expériences très riches. J'ai passé 5 ans en Angleterre aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très important, je trouve très intéressant, très enrichissant. Et puis en effet, la chance inouïe aussi d'avoir travaillé aux côtés de notre CEO, Guillaume. Alors, c'est marrant parce que vous utilisez souvent le mot chance et on entend beaucoup d'humilité, hein, parce qu'il y a aussi le talent, il y a les compétences, il y a le travail. Je pense que forcément, il y a ce prix à payer. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup d'engagement et de détermination aussi. Malgré cette humilité, la chaleur qui se dégage de vous, moi, je trouve qu'on sent quand même une vraie assurance. Comment ? Il y a Valérie Cornoté qui est à nouveau là. Si vous pouvez juste arrêter le son, je reviendrai à Valérie Cornoté dans un instant. Exactement. Voilà, on va essayer de garder la ligne. Donc j'étais en train de dire, Marion Smeyers, que je trouve que vous avez une certaine assurance. Et je pense que c'est déterminant dans le type de carrière que vous avez embrassé. Est-ce que vous pourriez partager avec nous, si vous en avez, des clés pour pouvoir justement avoir confiance en soi? Parce que je pense que c'est très important pour les jeunes filles.
Alors, je ne sais pas si je qualifierais ça d'une assurance, en tout cas une détermination et en tout cas beaucoup de clarté sur qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, enfin, ça c'est certain, voilà. Je dirais aussi, peut-être quelque chose qui est important pour moi, c'est en effet d'apprendre. Donc, ça veut dire que me mettre dans des situations exigeantes, dans lesquelles je vais me développer, je vais apprendre. Et pour ça, c'est pas que de la confiance en soi, c'est aussi, au contraire, je trouve, de l'humilité et être capable de laisser la place au doute aussi pour pouvoir apprendre. Je crois qu'il faut pouvoir un peu douter de soi et douter de nous, enfin, ou en tout cas de ne pas avoir de certitude. Ça veut quand même dire se mettre en danger. Oui. Parce que voilà, quand on va sur un nouveau terrain où il va falloir apprendre, beaucoup de femmes se disent oui, mais si je ne suis pas capable, et du coup elles n'osent pas sauter le pas, on le sait. Oui, et peut-être les conseils, j'ai quelques jeunes femmes que je suis en mentoring, et quelque chose que j'observe beaucoup chez les femmes, beaucoup plus que chez les hommes, c'est une forme d'embarras à afficher nos ambitions. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive dont on arrive à se défaire, parce que je pense vraiment qu'il y a une forme il faut qu'on puisse se décomplexer un peu vis-à-vis de ça. Être plus assertive, comme disent les anglo-saxons. Oui, exactement. Hein. Moi, je me souviens, au début de ma carrière, en fait, mon job de rêve, c'est le job que je fais aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Mais j'ai passé plusieurs années à ne pas le dire. Parce que comment je pourrais dire moi, Marion Smeyer, j'avais 23 ans, je sortais d'école, ce qui me fait rêver, c'est d'être un jour manager d'une usine. Comment je pouvais envisager de dire ça? Et puis un jour, je me suis dit, non, quand même, il faut que je le dise, parce que c'est important, c'est vraiment un truc qui m'anime. Et donc, les premières fois où j'en ai parlé, je disais en rougissant. Voilà. Donc, peut-être, moi, ce que je dis aux jeunes femmes que je mentor, c'est non, il n'y a pas à rougir, en fait. On a de l'expérience, on a de la légitimité, on a des compétences. Donc, ne rougissons pas de nos ambitions et apprenons à les verbaliser tranquillement, avec fierté, avec humilité aussi. C'est un premier super conseil, ça, non, hein, ne rougissez pas, mesdames. Je trouve ça super. Vous avez longtemps cru qu'être femme n'était pas un sujet, et pourtant vous avez évolué notamment sur la question de la discrimination positive. Vous nous racontez? Oui. À premier abord, il y a quelques années, moi, j'étais pas à l'aise avec cette notion de discrimination positive. D'abord, en tant que femme, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on est au job où on est parce qu'on est une femme. Enfin, voilà, il y a un peu ce truc derrière. Et en même temps, je suis une femme opérationnelle de business. Et dans le business, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Et donc, en fait, très concrètement, moi, je pense que si on ne change pas la façon dont on fait aujourd'hui, le résultat ne va pas changer. Donc oui, peut-être que la discrimination positive, c'est un des leviers qu'il faut utiliser. En tout cas, à minima, mesurer et comprendre ce qu'il se passe, se donner des ambitions et puis se donner les moyens de ces ambitions. Chez Airbus, on est 20% de femmes. Et c'est vraiment une priorité. En tout cas, moi, je perçois ça vraiment comme une priorité d'infléchir ce chiffre et puis d'accroître ce chiffre. Et je crois qu'on se donne les moyens de nos ambitions. J'espère, Michael, que tu seras d'accord avec moi. On travaille sur comment susciter des vocations. Parce que pour accroître ça, il faut donner envie d'abord. Hein. Donc pour accroître le nombre de femmes qui ça commence par là. Voilà, ça commence par là. Donc en ayant des partenariats avec des universités, en faisant ce qu'on fait ici aujourd'hui. Ensuite, à l'intérieur d'Airbus, il y a des programmes aussi de développement pour les talents féminins, donc des programmes de développement dédiés aux talents féminins. Et je pense que ça fait beaucoup discuter, parce que, encore une fois, oui, mais pourquoi les femmes? En fait, je pense que donner des moyens spécifiques pour résoudre ce sujet spécifique que l'on veut adresser, oui, c'est la façon de pouvoir avancer. Et il y a un programme qui s'appelle My Way, c'est ça? My Way, c'est ça. C'est un des programmes de développement des talents féminins. Et enfin, c'est en pilotant les chiffres. Donc en 2022, 27% des recrutements étaient des recrutements féminins. Donc c'est pas encore extraordinaire, mais c'est mieux que 20%. Donc ça veut dire qu'on est en train d'améliorer notre chiffre.
Et puis, on est aussi sur des choses qui sont symboliques et visibles, avec 25% de nos de notre ex-com qui est féminin, et puis 33% de femmes dans le board of directors d'Airbus. Très important, effectivement. Alors, une autre question essentielle, vous êtes maman de 2 petites filles, et comme pour nombre de femmes, la famille, c'est finalement très, très précieux. Alors, quel regard portez-vous sur les enjeux vie pro, vie perso ? C'est sûr que ça fait vraiment partie des sujets, hein, en tant que femme. Incontournable. Mais d'ailleurs, bon, en tant qu'homme aussi, mon mari se pose aussi ce genre de questions. Et c'est bien, ça aussi, c'est en train de monter. C'est très, très bien. Voilà, exactement. D'abord, je dirais une première chose sur l'aspect un peu contrainte des horaires, peut-être. Alors, j'ai vécu 5 ans en Angleterre, où la culture est un peu différente du point de vue de l'horaire, etc. Et moi, en fait, j'ai appris en Angleterre en fait, à être claire avec ce que je veux. Et à me dire qu'est-ce qui est important pour moi dans mon équilibre vie privée, vie pro, et qu'est-ce que je souhaite respecter. Donc, par exemple, c'est important pour moi d'amener mes filles à l'école. Et j'amène mes filles à l'école le matin. C'est important pour moi, le mercredi midi, j'aime bien aller les chercher et déjeuner avec elles. Et je le fais. Et en fait, respecter et faire respecter ces limites-là, concrètement, c'est pas un problème. Culturellement, on a l'impression que ça l'est. On se met un peu des barrières sur ce truc-là. Mais en fait, dans les faits, ça ne me pose pas de problème. C'est des arbitrages que vous opérez de manière très lucide et après vous les respectez. Quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Et d'autre part, c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de collègues, et féminines en particulier. Comment tu fais pour tout concilier ? Moi, ça me ferait peur, etc. Et en fait, moi, je crois que quand on a des choses à l'extérieur du travail, des hobbies, des passions, être parent, en fait, ça nous rend riches et on vient riche de ça dans le monde professionnel. Et moi, je crois que c'est que tout ça, ça s'enrichit l'un l'autre. Et d'ailleurs, moi, en tant que mère, je suis fière de pouvoir montrer cet exemple à mes enfants, d'une femme qui travaille, qui s'éclate au travail. Je prends du plaisir au travail et je suis contente. Je suis contente de leur montrer cet exemple-là. Donc, en tant que mère, ça m'enrichit aussi. Donc voilà, je crois que c'est 2 axes qui s'enrichissent l'un l'autre, plutôt que d'être en concurrence l'un avec l'autre. C'est un regard très très intéressant. Vous venez aussi d'évoquer cette exemplarité vis-à-vis de vos filles. Est-ce que vous avez conscience, Marion Smeyers, qu'avec un parcours comme le vôtre, vous êtes un rôle modèle pour nombre de jeunes filles ? Est-ce important pour vous d'inspirer et d'encourager ? Oui, en tout cas, je ne sais pas si je suis un rôle modèle, mais en tout cas... vous êtes à cette table ronde, je pense que ce n'est pas par hasard. En tout cas, je suis consciente que j'ai un job qui est visible et que donc j'ai aussi une responsabilité à jouer, un rôle à jouer pour susciter des vocations. Quand j'étais élève ingénieur, donc quand j'étais encore à l'école, je me souviens avoir lu un article d'une femme qui était responsable d'une ligne d'assemblage, d'une ligne de production chez Parfum Christian Dior. Et je me suis dit, mais c'est ça le job que je veux faire, c'est des opérations. Et c'est ce jour-là que j'ai eu ce déclic. Et peut-être que le fait que ce soit une femme, ça m'a permis d'avoir ce déclic parce que peut-être que j'ai pu m'identifier plus facilement à elle. Aujourd'hui, je ne fais pas des parfums, je fais des avions, c'est encore mieux. Et je me dis, en fait, maintenant, c'est mon tour de générer ce déclic chez d'autres femmes, de générer cette envie d'oser être une femme de production. Voilà. Et effectivement aussi, dans cette responsabilité-là, dans cet esprit-là, j'ai eu une quinzaine de jeunes femmes en mentoring que je suis. Alors, c'est un peu difficile, 15, c'est beaucoup, en fait, ça prend du temps. Mais ça compte pour moi, c'est important. Je pense qu'on peut applaudir Marion Smeyers. Superbe témoignage. Merci infiniment. Est-ce que Valérie Cornetet est toujours parmi nous? Alors, je reviens à vous, Valérie. Vous nous entendez? Oui? Oui, je vous entends très bien. Je reviens, voilà. Super. Alors, je vous repose la question. Je vous repose la question. L'association Femmes Ingénieurs à laquelle vous participez, quelle est sa mission? Quels sont ses objectifs?
Oui, alors avant de vous répondre, je vais d'abord dire merci beaucoup à Marion parce que c'est exactement ce genre de témoignages qu'on recueille et qu'on partage à l'association Femmes Ingénieures, hein. Donc oui, effectivement, alors moi je l'ai rejointe il y a quelques années et puis l'association a vraiment pour conviction que l'égalité est source de richesse, hein. Notre association valorise les ingénieurs avec un E puisque maintenant, depuis 2019, nous avons ce mot existe à l'Académie française, hein, pour inspirer notre société en allant vers une plus grande mixité dans nos métiers. Et effectivement, nous avons 3 missions. La première, c'est de valoriser les femmes ingénieures dans le monde du travail en les rendant plus visibles. C'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui avec le témoignage de Marion, et c'est ainsi de permettre de montrer que le champ des possibles. La deuxième mission, c'est d'assurer la place des femmes ingénieures dans les conseils d'administration et bientôt dans les comités de direction, hein. Alors avec la loi Copé-Zimmermann qui a plus de 10 ans et puis la loi Rixain maintenant qui date de fin d'année 2022, et ça ne sera possible effectivement que s'il y a plus de femmes au cœur même de l'entreprise et puis on va dire limiter voire supprimer le fameux plafond de verre, hein. Et la troisième mission, là, qui va, je pense, être au cœur du débat d'aujourd'hui, c'est de promouvoir les métiers d'ingénieur auprès des jeunes filles. Pour ce faire, nous intervenons dans les collèges, les lycées, les forums de promotion des métiers, avec des ambassadrices dans toutes les régions de France. Et on a l'habitude de dire que ça représente une intervention par jour, voilà, tous les jours de l'année, donc pour arriver à aller expliquer ce que sont les métiers techniques et scientifiques au plus grand nombre de jeunes filles, en leur montrant que c'est possible, qu'on y arrive. Quand on a envie de construire des avions, Marion, on le fait, et puis on va l'expliquer aux jeunes filles pour leur dire que oui, les sciences c'est intéressant, et puis pour ça aussi d'expliquer qu'il faut faire des maths, hein, à un moment donné. Donc, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Sans doute avec Pascal Létard dans un instant, ça me paraît assez évident. Valérie Cornetet, je le rappelle à nos amis du public, vous êtes donc la directrice générale de l'IPSA. Avant d'intégrer le secteur éducatif, vous avez fait l'essentiel de votre parcours dans le secteur industriel. Pouvez-vous donc nous dire pourquoi vous avez voulu opérer ce virage dans votre carrière? Qu'est-ce qui vous attire dans ces enjeux d'éducation? Alors, oui, effectivement. Alors, j'ai commencé ma carrière, moi aussi, en usine pendant pratiquement 15 ans, 5 ans dans l'aéronautique, mais dans une très petite entreprise, et puis après 10 ans en usine chez Saint-Gobain. Donc, c'était vraiment pour moi des choses effectivement passionnantes. Je me posais pas trop la question du reste, est-ce que c'est un métier pour une femme ou pas? Comme Marion l'a dit, on s'organise. Moi, je préférais aller chercher mes enfants le soir, mais et puis on fait des enfants à deux, hein, avec un papa aussi, donc très impliqué. Donc c'est un non-sujet en fin de compte, cet aspect articulation vie privée, vie professionnelle. C'est un non-sujet si on est clair, si on fait les arbitrages, si on est déterminé. Tout à fait. Et on est clair avec aussi nos supérieurs, on est clair avec nos collègues, et je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, quand est-ce que j'ai pris le virage? Alors déjà, je suis vice-présidente de l'association des alumni de l'ANSTA Paris, hein, l'école que j'ai faite, et donc j'ai rejoint un peu de temps après l'association Femmes Ingénieures. Donc vraiment, ce côté enseignement, ce côté école m'intéressait. Et puis c'est assez naturellement, en fin de compte, que j'ai voulu être à l'intérieur pour travailler sur des projets structurants. Donc rejoindre le secteur de l'enseignement supérieur, pour moi, ça a été une révélation, et d'être sûr d'avoir un lien entre la jeunesse finalement et le monde de l'entreprise que je connaissais très très bien. Alors quand on a en plus aujourd'hui des enjeux climatiques, comme on l'a dit, et vraiment extrêmement importants, ça a du sens. D'autant plus que l'IPSA est société à mission et s'est dotée d'une raison d'être, hein, et d'engagement statutaire. Et il y en a un, au-delà de faire évoluer nos enseignements pour répondre aux enjeux climatiques et à la décarbonation du secteur, hein, on en a un petit peu parlé précédemment dans l'introduction. Nous nous engageons vraiment à conduire une politique sociale visant à accroître la diversité des origines et des milieux sociaux,
Et puis également l'égalité, à promouvoir l'égalité homme-femme, que ce soit au niveau de nos étudiants et bien sûr au niveau de nos salariés. Donc pour moi, ça avait vraiment du sens de rejoindre une école de l'enseignement supérieur dans un secteur en mutation et puis d'être un acteur, parce que là, on peut agir. Voilà. Formidable. Merci beaucoup, Valérie Cornetet. Je pense qu'on peut applaudir. On est heureux que la connexion se soit remise, ça vaut la peine. Vous restez avec nous, bien entendu, puisque vous savez qu'il y aura aussi des questions à la fin. Sur ces enjeux d'orientation et de formation des jeunes filles aux métiers scientifiques et techniques, il est évident que l'éducation nationale a un rôle clé. Alors Pascal Létard, c'est vous qui allez pouvoir nous éclairer sur la manière dont l'éducation nationale s'empare du sujet. Vous êtes d'autant plus légitime pour nous en parler que vous copilotez la mission Égalité Filles-Garçons de l'Académie de Toulouse. Alors là encore, quelques éléments de contexte que j'ai pu relever en préparant cette table ronde. Tout d'abord, à l'école, les filles réussissent mieux que les garçons. On compte 86% de bachelières contre 76% de bacheliers. De même, à la sortie du système éducatif, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Juste un chiffre, et il est éloquent. En France, les étudiantes représentent 56% de la totalité de celles et ceux qui suivent des études supérieures. Mais il faut bien le dire, si les filles sont plus nombreuses dans le supérieur que leurs camarades masculins, elles s'orientent majoritairement vers l'enseignement général, littéraire, les humanités, au détriment des matières scientifiques, mathématiques et techniques. Ainsi, sur l'ensemble de la population étudiante, on ne dénombre que 28% de femmes ingénieures. Quand on se penche sur toutes les données, ce qui est frappant, c'est de voir que tout cela prend racine très tôt. Pascal Létard, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Alors effectivement, on a un décrochage, non pas au début du CP, mais à mi-CP, puisque vous savez ou pas, et les mamans et les papas ici doivent le savoir peut-être, il y a des évaluations nationales à des moments dans la scolarité, et on mesure effectivement les écarts en mathématiques se créent en mi-CP. Et effectivement, alors qu'elle n'existe pas en début de CP. Donc là, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe au niveau du CP. On a l'avantage d'avoir plein de recherches qui essayent d'expliquer ceci. Il y a beaucoup de recherches autour de femmes, sciences, numériques, très peu autour des garçons, littérature. Ça, c'est un manque que l'on a, mais on va se concentrer sur le féminisme. Effectivement, le pourquoi du décrochage? Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du cognitif. En fait, les enfants, très tôt, sont soumis à ce qu'on appelle l'âge de la brillance. C'est-à-dire qu'ils considèrent, dès l'âge de 6 ans, qu'ils rentrent dans des rôles stéréotypés. Le garçon et fille jugent que le garçon est dans l'éclat, dans l'excellence, alors que la fille est dans l'empathie, eux-mêmes. Et c'est encore plus renforcé quand les parents eux-mêmes véhiculent ça, puisque ça, c'est des recherches qui ont été faites. Quand on questionne les parents sur justement un garçon, une fille, eh bien sûr, comme on peut l'imaginer, les familles et les contextes familiales où on reporte et on transmet ceci, les enfants, dû à la plasticité du cerveau, vous savez, ce sont des vraies éponges à 6 ans, ils reportent et ils amplifient ça. Alors, petit espoir, à l'âge de 12 ans, ceci s'atténue fortement et on voit effectivement sur les évaluations 6e et sur le DNB que les filles et garçons réussissent à peu près bien. Le plus grand décrochage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt dans les lettres au niveau des garçons que des filles qui réussissent. Alors après, on en parlera plus tard, pourquoi elles ne continuent pas dans les sciences, ça c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, ce sont des éponges, ces enfants, et on n'a qu'à voir aussi ce que véhicule la société. Donc, j'ai parlé des parents, mais la société aussi, les infographies, les médias, les jeux. On parlait du numérique, voilà, l'image du garçon très tôt qui joue alors que la fille ne joue pas. Donc, tout ceci se construit très, très tôt. Et il faut effectivement œuvrer dans ces âges-là, entre 6 et 12 ans, pour arriver à déconstruire ce stéréotype, parce que sinon, effectivement, on se retrouve avec des enfants qui, très jeunes, ont cette vision. Et il y a des actions que l'on mène là, à travers le réseau sur l'égalité sur 131, où il y a des femmes et des hommes qui interviennent pour montrer justement que les métiers n'ont pas de sexe, et très tôt, mais voilà. Quand un jeune homme rencontre une sapeur-pompière, il est capable de... Bon, très bien, mais la première question, et
ça m'a fait rire, c'est est-ce qu'on peut être sapeur-pompier et femme et maman? Voilà. Même s'ils acceptent qu'il y ait une sapeur-pompier, ils ne considèrent pas que c'est un métier qu'on peut faire en adéquation avec une vie familiale. Donc ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est un vrai travail à construire dans les interventions, c'est de dire oui, on peut être un métier et être aussi maman. Il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que ça, c'est un vrai frein pour les jeunes filles à l'heure actuelle. Et pour les parents, j'en parle pas. Alors, on le comprend, hein, l'ambition, c'est d'obtenir une pédagogie égalitaire. Et pour cela, il faut aussi embarquer le corps enseignant. Il faut que ce corps enseignant s'en empare. De quelle manière est-ce que vous aidez les professeurs à prendre conscience de tous ces enjeux? Et surtout, est-ce que vous avez des outils concrets à leur donner? Alors d'abord, c'est déculpabiliser, parce que les enseignants sont comme des êtres humains, comme nous tous. Nous véhiculons tous des stéréotypes, il faut le savoir. Par exemple, souvent on nous dit les filles n'aiment pas la compétition. C'est vrai, elles n'aiment pas du tout la compétition, elles vont massivement en médecine où on ne peut pas dire que ça soit très simple. Donc à l'heure actuelle, il faut arrêter avec ce discours de dire les pauvres n'aiment pas la compétition. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, elles ne s'imaginent pas comment une classe préparatoire est beaucoup plus sécurisante à l'heure actuelle qu'une passe ou une LAS. Mais c'est pour ça, on entend nous-mêmes professionnels d'éducation ce genre de propos. Il faut nous-mêmes déconstruire ce genre de discussion en disant stop, c'est faux, la preuve. Donc effectivement, déconstruire, ne pas culpabiliser et effectivement donner des indicateurs très clairs. Par exemple, là aussi on a la recherche. Quand on regarde les appréciations d'un enseignant et enseignante, parce que ne pensez pas que les femmes sont moins porteurs de stéréotypes et plus bienveillantes envers les filles. C'est absolument, la recherche nous le dit, c'est pas vrai. Par exemple, le terme, j'ai goûté tout à l'heure des humoristes, par malheur, si vous regardez certaines appréciations et la recherche, ça va vous faire rire. 3 fois plus le mot souriante est associé à une femme, enfin une jeune fille, qu'à un jeune garçon, dans les appréciations de bulletins, comme si la compétence souriante était une compétence scolaire. Voilà. Un garçon est étourdi. Mais à côté de ça, on le dit intuitif. Donc, le petit ne peut pas réussir parce que simplement il est bavard, mais sinon, naturellement, il a des compétences, c'est évident. Alors qu'une fille, elle est souriante, mais en difficulté. Donc, vous imaginez, je ne vais pas vous faire le raccourci parce qu'il est blessant. Donc, tout ceci, ça a été étudié. Donc, ça fait partie des choses qu'on met devant les yeux des enseignants pour les alerter sur ce qu'on véhicule comme stéréotype à travers ces appréciations. C'est des recherches qui sont portées sur 150 000 appréciations, donc on peut dire qu'il y a une certaine robustesse et qu'on peut s'appuyer dessus. Donc voilà, ça c'est de genre d'action, mais aussi les manuels scolaires. Vous prenez un manuel scolaire, récemment, vous avez des infographies d'un chantier naval. Bien sûr, aucune fille. C'est normal. La seule fille sur le port est en train de monter dans un bateau de croisière. CM2, actuellement, je tairai la marque. Mais voilà, c'est des livres qui sont devant les enfants. Donc vous comprenez que ça aussi, ça fait partie de ce que l'on doit présenter. Et après, je dirais même dans les choix des exercices. Parce qu'on parlait on y reviendra peut-être sur les mathématiques et les filles. Là aussi, c'est à quoi on associe les mathématiques? Est-ce qu'on les associe toujours à la physique? Est-ce qu'on les associe à d'autres domaines comme l'économie? Donc voilà, il y a aussi ce choix pour faire voir qu'entre autres, pour notre discipline, les mathématiques sont pour toutes et pour tous et dans tous les domaines. Moi, je vous propose tout de suite en fait, d'enchaîner justement sur cette question des mathématiques, parce que quoi qu'il arrive, et on voit bien Valérie Cornetet l'a tout de suite aussi mentionné, là, il y a un angle mort qu'il faut absolument adresser. Alors, on ne mesure pas la réussite de la réforme du lycée au pourcentage des mathématiques, comme souvent on le voit dans les médias. Parce qu'en fait, si on regarde les maths dans l'ancien bac, puisque c'est souvent le cas dans nos réformes scolaires. Peut-être vous pourriez juste résumer en quoi consiste cette fameuse réforme du bac, parce que comme elle a été réformée de chez réformée chaque année, on ne sait plus trop où on en est aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant qu'on comprenne. Elle a été réformée essentiellement d'abord parce qu'avec 2 ans de Covid, on ne l'a jamais mis en place. En plus. C'est la première année qu'on va enfin mettre en place l'idée première de la réforme. Donc l'idée première, qui est une idée vieille et qui existe dans les systèmes anglo-saxons, c'est de dire que petit à petit, on laisse les enfants choisir leur cursus. Donc, en fin de seconde, les enfants doivent choisir ce qu'on appelle 3 enseignements de spécialité. Je reste sur la voie générale, parce que la voie technologique a peu évolué, la voie professionnelle, finalement, non plus sur ces problèmes de choix. Donc, 3 choix de spécialité, dont
effectivement, on peut avoir un certain nombre d'enfants qui ne font plus l'enseignement de spécialité mathématiques et donc qui, d'entrée, abandonnent les mathématiques. Ce qui existait à la marge, puisqu'on avait ce qu'on appelle le bac littéraire, qui, effectivement, n'avait pas de mathématiques non plus. Mais dans les chiffres, effectivement, on a un nombre beaucoup plus important. Alors, ils faisaient les mathématiques, mais dans quelque chose qui était un peu caché, qui s'appelait l'enseignement scientifique. Ce que vous appelez les ajustements, qu'on va appeler politiquement des ajustements, c'est d'avoir mis à la rentrée prochaine les mathématiques dans ce qu'on appelle le tronc commun pour les enfants qui n'auront pas choisi l'enseignement mathématique. Ce n'est pas pour autant que ça va en faire peut-être des futurs ingénieurs, mais par contre, ça va leur donner des outils pour le citoyen et éventuellement pour une réorientation pour quand même faire des mathématiques jusqu'à la fin de leur scolarité. Donc ça, c'est l'esprit. Après, la problématique, c'est qu'on passe de 3 enseignements de spécialité en première à 2 enseignements de spécialité en terminale. Et c'est là où, effectivement, les filles qui sont souvent avec la triplette maths, physique, SVT, et qui ont envie d'aller vers les métiers du care, de la santé, vont souvent abandonner les mathématiques. Alors souvent, elles prennent ce qu'on appelle les mathématiques complémentaires, donc elles continuent à faire des mathématiques quand même, mais pas suffisamment souvent pour alimenter les classes préparatoires scientifiques. Donc effectivement. Alors après, même des écoles de commerce, hein, certaines n'acceptent exactement. pas. Exactement. Et c'est là où je disais que peut-être ce qui se passe dans le cours de mathématiques de première, où on fait beaucoup de liens entre les maths et la physique, parce que c'est culturellement notre champ de domaine, ne permet pas à des jeunes filles qui veulent les associer à la SES ou à la géopolitique, de s'y retrouver et donc abandonnent les maths pour aller plutôt vers du management ou des ressources humaines, sans se dire que les mathématiques, finalement, sont quand même des clés de compréhension du monde et de leur futur emploi. Et ça, effectivement... Alors, si on regarde la réforme d'un point de vue systémique, les filles parce qu'elles ont beaucoup plus de compétences, vous l'avez rappelé tout à fait, elles sont beaucoup plus brillantes, contrairement à ce qu'elles pensent en CP, se diversifient beaucoup plus, c'est-à-dire qu'elles prennent beaucoup plus de triplettes. Les garçons, finalement, comme ils ont peu, je dirais, en littérature, ils ont des problèmes, les langues, ça ne les intéresse pas, finalement, se concentrent sur les sciences. Et en fait, cette richesse de choix pour les filles, finalement, à la fin du bac, pour notre problématique, ça les a enfermées dans des parcours qui n'ont plus de sortie vers les sciences. Donc ça se retourne contre elles, finalement. Exactement. Et c'est en ceci qu'on essaye de leur expliquer qu'on peut devenir ingénieur tout en gardant... c'est-à-dire le gros problème, c'est cette ancienne bac S, maths, physique, SVT, et on essaye de leur faire concevoir qu'un ingénieur, actuellement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va allier maths, physique, SVT. Alors souvent, maths, physique, ça reste une colonne vertébrale importante, même si on a maths informatique qui est en train de se créer, puisqu'il y a une classe préparatoire en maths informatique. Mais par contre, c'est sur la 3e, on leur dit... Faites autre chose, justement. Vous avez les compétences, faites de l'anglais, faites de la géopolitique, faites du SES, parce que l'ingénieur actuellement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait une triplette maths, physique, SVT. D'abord, ce n'est même pas un point fort pour un recrutement en classe préparatoire. Donc voilà, c'est ce genre de discours de dire, bon, voilà, gardez la doublette, parce qu'effectivement, là, il y a de l'emploi, là, il y a de l'envie, mais faites-vous plaisir sur la 3e. Pascal Létard, on vous écouterait pendant des heures, mais on va très vite passer aux questions-réponses. Mais d'abord, on va applaudir, effectivement, Pascal Létard.